C'est vous qui m'en faites parler. D'accord. Ah, je parle. Il y a un chapitre quand même où vous rappelez que, et on peut vous suivre tout à fait là-dessus, que l'assimilation des Juifs a été un exemple. Des Juifs français. En même temps, oui, Bien absolument. sûr. Bien sûr. Mais en même temps, quand vous dites que se dire un Juif d'affirmation, c'est déjà sortir du modèle, comme vous l'avez fait la dernière fois en recevant dans votre émission, c'est pas dans le livre. Ah non, allez vous le dire. Non, mais dans l'émission On n'est pas couché, vous receviez Bernard-Henri Lévy. Vous faites commencer quand même le communautarisme très tôt. Je veux dire, on sort du modèle dès lors qu'on se dit un Juif d'affirmation, dès lors qu'on se dit Juif. Écoutez, j'ai écrit un livre, le précédent, qui est un roman, qui s'appelait Petit Frère, d'ailleurs pour lequel vous m'avez reçu. Absolument. Et dans lequel j'avais déjà expliqué tout ça. Je vais aller très vite, puisque je pense effectivement que le modèle assimilationniste français est très exigeant. Il n'est pas sans contrainte, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'est pas sans danger, non plus, j'en suis conscient. Il est, ce qu'a défini le duc de Clermont-Tonnerre à la tribune de l'Assemblée nationale, rien aux Juifs en tant que nation, tout aux Juifs en tant qu'individu. C'est ça le modèle français, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et les Juifs français l'ont adopté avec enthousiasme. Parce que ça les émancipait. Mais avec une certaine souplesse dans l'application. Non. Mais non. Vous savez bien, pas du tout. Vous savez bien qu'il y a 20 ans, on pouvait mettre une kippa dans une cour de récréation. On pouvait vous me laissez pas finir. David ou Salomon. Oui, mais je ne parle pas d'il y a 20 ans. Non, mais laissez-moi finir. Je vous parle du modèle français israélite, c'est-à-dire au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Depuis les années 70, après la guerre des 6 jours, après mai 68, dans les années 70, il y a un mouvement dans les Juifs français pour desserrer l'étau assimilationniste et pour justement venir dans... Qu'est-ce que c'est la laïcité française? C'est la différence stricte entre l'espace privé et l'espace public. Quand vous me dites une kippa dans la cour de récréation, elle n'a rien à y faire. C'est la religion dans l'espace public, elle n'a rien à y faire. C'est aussi choquant qu'un voile. C'est aussi choquant qu'une burqa. Ça a très bien fonctionné jusqu'à présent parce que les Juifs ont été suffisamment intelligents pour s'assimiler tout en gardant une certaine culture. Ce n'est pas les Juifs qui ont été assez intelligents, c'est la République française qui a été tolérante parce qu'elle culpabilisait de la guerre 40. Seulement, derrière cette tolérance, ce dont se sont pas rendus compte les Juifs français, c'est qu'ils ouvraient un boulevard à une autre religion qui, elle aussi, ne connaît pas la différence entre le privé et le public, qui, elle aussi, n'a pas en plus l'histoire des Juifs français en France depuis des siècles, et qui veut s'affirmer, et qui, elle aussi, dit on veut comme les Juifs, on veut pouvoir avoir demander aussi des plats halal dans les cantines des écoles, dans les cantines des entreprises, partout. On veut pouvoir avoir des restaurants halal partout. On veut pouvoir sortir en voile. Islam d'affirmation, mon cher. Comme la calotte. Éric Zemmour. Voilà. Donc on arrête cette discussion parce qu'on sort du livre. Si, on sort du livre. Mais attendez. Je suis pas là pour venir parler de ça. Je venais parler de mon livre. Éric Zemmour, juste un mot là-dessus quand même. Moi, j'ai l'impression d'un peu de naïveté dans votre propos. Parce que je vais vous dire, vous êtes, vous évoquez votre judaïsme presque comme un israélite français, justement, chose que vous revendiquez, mais vous êtes dans le regard aujourd'hui de beaucoup de monde, quand on regarde un peu sur Internet, tout ce qu'on peut dire sur vous quand on vous attaque notamment, un sioniste, un juif, vous êtes peut-être plus encore étiqueté comme aujourd'hui un juif d'affirmation. Mais mon cher Yves, vous avez raison. Vous voyez? Non, alors non, mais ça c'est un argument trop facile. Bah oui, mais non, c'est un argument trop facile. C'est pas un argument trop facile, c'est la réalité des choses. Oui, c'est la réalité du débat aujourd'hui, tel qu'il a été. Oui, mais il faut aller au bout. Tel qu'il a été instauré par le communautarisme généralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bout de 30 ans de ce que je décris, effectivement, vous avez raison, on ne peut plus débattre aujourd'hui, on est d'abord ce qu'on est. Ça, c'est la conséquence de l'antiracisme, du droit à la différence, qui nous a ethnicisés, qui nous a communautarisés. Mais je l'ai raconté tout ça. Donc je suis la victime. Je suis la victime. Attention, c'est pas la même chose. Je suis la victime de ce que je dénonce. C'est pas pareil. On peut pas me renvoyer ça en disant mais vous êtes un rigolo. Non,
je suis la victime de ce que je dénonce et de ce que j'ai dit. Mais dans votre livre, à un moment donné, vous dites que vous posez des questions en tant que juif d'Algérie, originaire d'Algérie, et vous interrogez mais par rapport à votre identité juive. Mais l'assimilation ne veut pas dire la disparition de son identité juive. On est d'accord. On est d'accord. Heureux de vous l'entendre. Encore une une fois, c'est pas évident dans ce que vous écrivez. Mais vous comprenez mal, pardonnez-moi. Excusez-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. J'essaye d'écouter ce que vous dites. Non, et de lire ce que vous écrivez. D'ailleurs, c'est un livre qui est, qui est un livre bien écrit, qui est avec du style, qui est très pertinent sur bien des points, qui est un peu nostalgique, parce que vous dites mélancolie. Alors, bon, vous faites remonter la rupture à Waterloo. C'est vrai, vous dites que c'était mieux, la chanson française, c'était mieux Brassens, Ferré et je suis pas le seul à le dire. Et d'autres plutôt que la chanson contemporaine. Vous dites que Poussin, c'était mieux que Picasso. C'est mon goût. Non, que De Gaulle, c'est mieux que Malraux. Très bien. Non, mais attendez, c'est mon goût. J'ai le droit d'avoir, excusez-moi, d'avoir un goût par Très bien, très bien. Non, moi, je vous rejoins sur pas mal de choses. Bon, alors. On m'a demandé un jour comment j'étais français, j'ai dit par Hugo, par Brassens et par Rachy. Mais on sera d'accord sur Hugo. Ah, mais sur Rachy aussi. Non, mais Rachy, c'est un juif français qui existait ici depuis. Mais vous avez. Parce que quand vous parlez. Mais vous avez 100 fois raison. Aujourd'hui, ce serait communautariste. Pas du tout. Il est très français. Il vivait en 1040. Mais voilà. Mais non seulement je vous suis, mais je vous approuve. Je vous rappelle que Rachy, en fait, a mis énormément de mots français dans ses commentaires de la Torah. Et qu'en plus, ce sont les rabbins français de Troyes qui ont imposé aux juifs français dès le XIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, de renoncer à la polygamie pour s'aligner justement sur le modèle monogame chrétien. C'est exactement ce que je défends, exactement. Alors, oui. En plus, avec du style, avec on est bien d'accord, très française, exactement. Du vin, il était vigneron. Et alors, mais on est d'accord là. À 1040. Mais on est bien d'accord. Il nous reste peu de temps et on va quand même essayer d'avancer un peu dans le débat parce que votre dernier chapitre, il est consacré beaucoup à la place de l'islam dans la République, à cette immigration d'origine notamment maghrébine. Et je vais citer une phrase de votre livre en page 247 qui dit « Les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leur turban et leur djellaba, vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, essayez d'agréger de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille, au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Français sont des Français, les Arabes sont des Arabes. » Ça, c'est une phrase du général de Gaulle que vous citez dans votre livre, qui est dans un certain contexte qui est celui... On est en 1960, voilà, l'Algérie. La guerre d'Algérie. Bien sûr. Quand vous la reprenez aujourd'hui, et que vous semblez quand même plutôt adhérer à cette vision... Je pose une question, vous avez vu après. Vous posez une question. Je dis après, est-ce qu'il a... L'homme qui a toujours eu raison, est-ce qu'il aura raison encore pour ça? Alors votre réponse là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui si on n'arrive pas à se mélanger entre les Français et les Arabes en France, comment on fait? Écoutez, votre livre est un peu paniquant sur ce point. Ah non, mais mon livre est très pessimiste, je vous l'accorde volontiers. Écoutez, c'est très simple, c'est pas seulement, si vous me permettez, c'est un peu réducteur de dire que c'est sur l'islam, parce qu'en fait, je crois, dans mon dernier chapitre, avoir établi que nous retrouvons deux phénomènes fondamentaux de l'histoire de France, qui remontent à plusieurs siècles. Le premier élément fondamental, qui est le dynamisme démographique. C'est-à-dire que la France a toujours été la grande puissance démographique de l'Europe, jusqu'au XVIIIe siècle. On l'appelait la Chine de l'Europe. Il y a eu un creux au XIXe, comme par hasard, vous savez, à partir de 1812, de la campagne de Russie. Ça vous intéressera. Et que ce creux n'est reparti, vous savez quand? Ça va encore vous agacer, qu'en 1942. Et depuis, nous sommes le pays le plus dynamique démographiquement d'Europe. Dans 20 ans, nous serons 80 millions et l'Allemagne sera 60 millions. Donc ce dynamisme démographique redonne la prééminence à la France en Europe. Mais ce dynamisme démographique est fondé en grande partie sur, contrairement à ce que prétendent ceux que j'appelle les Lysenko de l'INED, qui nous disent que c'est 0,1% l'influence de l'immigration sur la démographie française, c'est comique. Donc, c'est évidemment essentiellement sur l'immigration. Vous donnez un chiffre qui est de 40 millions
En 2050 Jean-Paul Gourevitch. C'est pas moi, hein, Jean-Paul Gourevitch, un démographe réputé, dit qu'il y aura entre 30 et 40 millions d'arabo-africains en France, sur une France donc de 80 millions. Hein, vous voyez les quotas. Si on n'a rien changé en Afrique, si il y a tout les flux migratoires restent les mêmes, sûr, mais etc. tout ça va évidemment rester les mêmes. On est comme ça depuis 20 ans, vous savez. Bon, bref, passons. On n'est pas là pour parler politique. Non, alors, donc, premier élément, le dynamisme démographique. Deuxième élément, ce qui me fascine, ce qui me terrifie et me fascine, c'est que la France est le pays des guerres civiles. La France est le pays des guerres civiles, il y a beaucoup d'explications, des explications sociales, des explications historiques. Il y a une explication que je trouve très intéressante d'Emmanuel Todd, qui dit que c'est parce que nous sommes le seul pays à avoir deux modèles familiaux, à avoir eu longtemps deux modèles familiaux différents qui s'opposaient. Et là, aujourd'hui, nous retrouvons nos deux modèles familiaux entre le modèle exogame français, c'est-à-dire que ce que les anthropologues appellent l'échange des filles, vous savez, on donne nos filles, c'est le modèle français, et le modèle endogame musulman, qui garde ses filles pour les cousins. Donc vous voyez, il y a de nouveau deux affrontements de modèles familiaux. Merci. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une uniformisation de certaines régions, l'exemple typique étant la Seine-Saint-Denis, d'après Michel Tribala, la démographe que je cite, et qui va sortir un livre bientôt là-dessus, on aura dans 20 ans, dans 10 ans, 90% de la population de Seine-Saint-Denis, par exemple, qui sera arabo-musulmane. Africaine ou arabo-musulmane. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On le voit, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé avec les Juifs, d'ailleurs, qui quittent les quartiers, qui quittent la Seine-Saint-Denis après l'intifada de 2000, vous vous souvenez? Et les Français font ça depuis très longtemps. Tous les Français font ça depuis très longtemps. Depuis 20 ans, il y a un départ petit à petit qui s'accélère. Donc, il y a une uniformisation ethnique, religieuse, dans certaines régions de France. Et moi, je pense, au vu de l'histoire de France, au vu du dynamisme islamique aujourd'hui, qu'il y aura des revendications juridiques, politiques. Dans ces territoires. Dans ces territoires, et que, je finis, en général, on a déjà connu ça dans l'histoire de France. C'est quoi les revendications? C'est par exemple une autonomie, une différence. L'autonomie de la Seine-Saint-Denis. Mon cher Yves, l'islam ressemble en cela au judaïsme. C'est que sa loi religieuse est aussi son code civil. Enfin, les Juifs à Deauville, c'est une blague qui demande l'autonomie à Deauville. Hein, je vous le dis. C'est une blague. Mais parce que, justement, on en revient à notre discussion de tout à l'heure. Les Juifs ont renoncé à ce que leur Torah soit le code civil. Donc, il y a une partie des musulmans qui n'ont pas renoncé à cela. Et donc, on le voit déjà en Angleterre, avec des revendications d'application de la charia, la religion est un code civil. Et je ne vois pas pourquoi ils ne demanderaient pas. C'est ça le danger. Et je vous disais, on a déjà connu ça en France. Le fameux siège de La Rochelle, vous savez, dans les Trois Mousquetaires, par Richelieu, c'est parce que La Rochelle, qui était une république, qui était une ville protestante, a demandé un statut de république autonome, en fait, avec des lois spéciales, avec une religion différente de celle des autres. Et ça s'est fini par un siège sanglant. Et ce que je dis, on revient à Rome, parce que la chute de Rome, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des populations immigrées, à l'époque c'est des Goths, des Wisigoths, qui venaient travailler depuis des siècles, et qui, à partir du IVe siècle, ont basculé dans la revendication d'autonomie. Ça s'est fini en des royaumes indépendants. Alors vous terminez en disant qu'il va y avoir une guerre civile, une menace de guerre civile. Voilà. Alors c'est quoi une guerre civile? Qu'est-ce que vous entendez par là? Une guerre civile, c'est une guerre civile. C'est-à-dire des affrontements. Vous savez, André Gérin, le maire communiste de Clichy-sous-Bois, je crois, je ne dis pas de bêtises, dit dans son livre, ce que je vis à Clichy-sous-Bois, c'est vous qui m'en faites parler. Je parle. Il y a un chapitre quand même où vous rappelez que, et on peut vous suivre tout à fait là-dessus, que l'assimilation des Juifs a été un exemple. Des Juifs français. Oui, bien absolument. Sûr. Bien sûr. Mais en même temps, quand vous dites que se dire un Juif d'affirmation, c'est déjà sortir du modèle, comme vous l'avez fait la dernière fois en recevant dans votre émission, c'est pas dans le livre. Ah non, allez-vous le dire. Non, mais dans l'émission On n'est pas couché, vous receviez Bernard-Henri Lévy. Vous faites commencer quand même le communautarisme très tôt. Je veux dire, on sort du modèle dès lors qu'on se dit un Juif d'affirmation, dès lors qu'on se dit Juif. Écoutez, j'ai écrit un livre, le précédent, qui est un roman, qui s'appelait Petit Frère, d'ailleurs pour lequel vous m'avez reçu. Absolument. Et dans lequel j'avais déjà expliqué tout ça. Je vais aller très vite, puisque je pense effectivement que le modèle assimilationniste français est très exigeant.
il n'est pas sans contrainte, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'est pas sans danger, non plus, j'en suis conscient. Il est, ce qu'a défini le duc de Clermont-Tonnerre à la tribune de l'Assemblée nationale, rien aux Juifs en tant que nation, tout aux Juifs en tant qu'individu. C'est ça le modèle français, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et les Juifs français l'ont adopté avec enthousiasme. Parce que ça les émancipait. Mais avec une certaine souplesse dans Non. l'application. Non. Mais non. vous savez bien. Pas du tout. Vous savez bien Non. qu'il y a 20 ans, on pouvais mettre une kippa dans une cour de récréation. On pouvait mettre une kippa dans une cour de récréation. On pouvait vous me laissez pas finir. David ou Salomon. Oui, mais je ne parle pas d'il y a 20 ans. Non, mais laissez-moi finir. Je vous parle du modèle français israélite, c'est-à-dire au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Depuis les années 70, après la guerre des 6 jours, après mai 68, dans les années 70, il y a un mouvement dans les Juifs français pour desserrer l'étau assimilationniste et pour justement venir dans... Qu'est-ce que c'est la laïcité française? C'est la différence stricte entre l'espace privé et l'espace public. Quand vous me dites une kippa dans la cour de récréation, elle n'a rien à y faire. C'est la religion dans l'espace public, elle n'a rien à y faire. C'est aussi choquant qu'un voile. C'est aussi choquant qu'une burqa. Ça a très bien fonctionné jusqu'à présent parce que les Juifs ont été suffisamment